Bonjour et bienvenue à C'est pas pour tout le monde, le podcast où je rencontre des gens ayant des vies professionnelles hors normes, peu ou mal connues. Les objectifs sont de démystifier les mythes, les préjugés, les tabous, ainsi que faire connaître les différentes réalités vécues par ces personnes. Et cette semaine, je reçois la sexologue Louise Lelièvre qui est venue nous parler de la pression de performance dans la sexualité ainsi que les troubles sexuels chez les jeunes adultes. On a aussi fait un survol de la dépendance à la pornographie. Le podcast est enregistré à la microbrasserie de Boc et Bière, au 50 rue Wellington Nord à Sherbrooke. Et si vous pratiquez un emploi hors norme ou peu connu, vous pouvez me contacter sur Facebook à la page C'est pas pour tout le monde podcast et ça va me faire plaisir de discuter avec vous. Sur ce, je vous souhaite un bon épisode. Mais là, toi, t'as étudié, ça veut dire que t'as étudié à Montréal en sexo. Oui. C'est-tu vrai qu'il y a seulement à Montréal et en Californie que ça se donne le cours de sexo? En Californie, je sais pas, mais oui, il l'a juste à Montréal. Là, il va l'avoir à Québec, je pense, prochainement. OK, parce que c'est ça, quand j'avais fait... j'ai été un peu étudiant libre à l'UQAM, justement, puis j'avais fait le cours intro à la sexo. Puis la prof, elle expliquait, il y a juste à Montréal et puis en Californie que ça se donne. Fait qu'elle disait, mettons, les gens qui étudient en sexo, si on veut, en Europe, c'est plus des psychologues de la sexologie. Fait qu'elle dit, c'est vraiment en Amérique du Nord qu'on peut vraiment retrouver le terme sexologue. Puis je trouve ça quand même particulier. Ben, en fait, juste rapprocher un petit peu ton micro, juste par ici comme ça. OK, comme ça? Ouais. OK, mais... Non, je vais ici comme ça, juste le tourner un peu comme ça. Parfait. OK. Ouais, c'est ça, mais tu sais, je trouve ça particulier parce que, comme on s'entend que le sexe, ça touche tout le monde. Mais c'est, tu sais, aux États-Unis, ils ont des sex thérapeutes qui appellent, là. Mais, tu sais, ça fait un peu la même job que des psychologues, mais par rapport à la sexualité, ils ont des counselors qui appellent. Mais, tu sais, le terme sexologue, c'est vraiment propre au Québec parce qu'on a un autre professionnel, dans le fond, fait que c'est un titre qui est protégé. Fait qu'il y a juste ça au Québec. Puis Okay. l'UQAM, c'est la première place en Amérique du Nord qui ont développé une formation sur la sexologie, finalement. OK, puis c'est disponible depuis quand, ça? Depuis 69. Oh! Une drôle d'année, hein? Ben, comment ça fait si longtemps que c'est accessible ici, mais pas ailleurs dans le monde? Tu sais, on parle vraiment de 50 ans, là? Ben, ça existe ailleurs dans le monde, c'est juste que ça s'appelle pas sexologue. Fait qu'il y a ça va pas être des d'ordre. psychologues, c'est ça. Ça va être Ok, plus ok. des psychologues spécialisés en thérapie de couple, spécialisés en sexualité, mais l'appellation sexologue, c'est vraiment propre au Québec. OK. Toi, t'en fais-tu? Justement, de la thérapie de couple? Non, pas encore. Je suis pas assez formée, je trouve, pour ça. Manque d'expérience, mais c'est quelque chose qui t'intéresserait. Ben oui, éventuellement, mais c'est sûr, il faudrait que je me forme vraiment plus à ce niveau-là parce que c'est toute une autre game. C'est une autre branche, j'imagine, complètement. Là. Ben, t'as deux personnes à gérer devant toi, là. Fait que, tu sais, des fois, c'est le conflit qui éclate. Puis toi, t'es un peu pogné entre les deux. Faut que tu te deals avec ça. Puis c'est vraiment complexe, la dynamique de couple. Tu sais, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les sexologues qui le font, là. Parce que c'est J'imagine quelque chose. j'imagine que l'âge joue aussi. Ben, j'en connais qui ont mon âge, qui en font, mais c'est ça, sont allés vraiment se former plus là-dedans. C'est comme une genre de spécialisation que tu vas faire, tu sais. Tu sais, souvent, tu sais, le bac, c'est... Tu sais, oui, c'est spécialisé, la sexo, mais c'est tellement large en même temps que quand tu sors de l'école, à un moment donné, ben, tu te spécialises dans certains thèmes, là. OK. Ouais. Bonjour, bienvenue à C'est pas pour tout le monde. Cette semaine, on va parler des pressions de performance ainsi que les troubles sexuels chez les jeunes adultes. Et pour ce faire, on a avec nous la sexologue Louise Lelièvre. Ça va bien, Louise? Oui, toi? Oui, ça va très bien. Écoute, avant de rentrer vraiment dans le fond du sujet, j'aimerais ça que tu nous expliques un peu c'est quoi ton rôle de sexologue dans ton emploi actuel que tu fais en ce moment. Mm-hmm. Ben là, en ce moment, dans le fond, moi, j'offre... Excuse, je te regarde toi. Oui, tu me regardes moi. OK, là, je pas, fait que je pense qu'il faut que tu recommences, ça. Oh non, on va continuer. OK, tu vas faire l'avantage. OK, c'est bon, excuse. Ouais, dans le fond, dans mon emploi actuel, moi, je travaille en bureau privé depuis 1 an et demi. Fait que j'ai mon bureau à Sherbrooke, pas très loin de l'université d'ailleurs. Puis, qu'est-ce que j'offre? En fait, c'est des consultations individuelles pour les adultes. Je fais pas de thérapie de couple. Puis, comment ça fonctionne, en fait, c'est une consultation, c'est que la personne me contacte, on en regarde un peu avec elle, ben c'est quoi ses besoins en lien avec
en lien avec la consultation. Puis après ça, moi, je peux voir si je suis la bonne personne pour l'aider. Fait que moi, je travaille surtout avec des gens qui vivent des difficultés sexuelles, amoureuses, relationnelles. Parce que, tu sais, la sexologie, c'est assez large. C'est pas seulement le sexe à proprement parler. Fait que c'est aussi toutes les relations, la relation à soi-même aussi par rapport au corps et tout. Fait que ça ressemble un peu à ça, qu'est-ce que je fais. Fait que t'as une rencontre préliminaire un peu avec la personne pour voir si t'es la bonne personne pour. Bien, moi, je prends le temps, là, vraiment au téléphone, là, un bon 15-20 minutes à chaque fois pour évaluer avec la personne, bien, est-ce que je suis la bonne personne pour l'aider? Sinon, bien, tu sais, ça ferait en sorte que ça pourrait pas cliquer au premier abord. Fait que j'aime mieux prendre le temps puis référer à des collègues au besoin à ce moment-là. Ah, parce qu'il faut quand même que tu sentes une aisance un peu avec la personne pour faire un avancement quand même. Bien, exactement. En fait, c'est ça qui est le plus aidant dans la thérapie. En fait, c'est le lien que tu as avec ton thérapeute. Fait que ce soit en psychologie, en sexo, en travail social, si la personne ne sent pas que ça fit avec son thérapeute, ben les effets seront pas aussi maximaux que ça pourrait être. Ah, c'est ça, j'ai entendu beaucoup du monde qui ont consulté puis m'ont dit c'est au 4e psychologue que j'ai rencontré que j'ai fait comme là, ça clique. Puis c'est important. C'est un peu du essai-erreur, mais il faut le faire. Le monde essaie quand même de trouver de l'aide et tout. Fait que... Ben oui, exactement. Moi, je trouve que ça se magasine, là, un psychologue ou un sexologue. Ouais. C'est juste que, en même temps, il y a des listes d'attente un peu partout en ce moment. Fait que c'est sûr que pour les gens, ben, on va y aller un peu avec qu'est-ce qu'on trouve. Mais moi, j'ai déjà eu des histoires un peu d'horreur là-dessus, des clients qui se sentaient pas bien avec leur psy ou leur sexo, puis qui continuaient à y aller. Au final, ben, c'est pas très aidant pour la personne. Là. Okay, là, tu parles des listes d'attente. Là, à cause du COVID, j'imagine que les listes d'attente, c'est combien de temps environ? Admettons quelqu'un de contact. Bien, moi, en ce moment, j'ai pas de liste d'attente. Là. Je suis comme la seule, je pense, à Sherbrooke qui n'a pas de liste d'attente. OK. Fait que ça va assez rapidement parce que moi, qu'est-ce que j'offre? C'est un service qui est court terme, moyen terme. Fait que ça va assez rapidement. J'ai un bon roulement avec mes clients comparativement à des collègues que j'ai qui vont avoir une approche qui nécessite un suivi sur du plus long terme. Fait que j'ai des collègues qui peuvent voir la même personne pendant 3-4 ans, mais moi, j'ai personne que je vais voir pendant 3-4 ans. C'est pas comme ça que je travaille. OK. Puis le court terme, moyen terme, long terme, ça a-tu rapport avec la problématique de la personne ou c'est vraiment l'approche du sexologue? Ça a surtout rapport avec la problématique de la personne, dans le sens que si c'est une problématique qui est installée depuis 20 ans, bien, c'est sûr que ça ne se règle pas du jour au lendemain, versus quelqu'un que ça fait 1 mois, qu'elle a la difficulté en question, bien, ça va se travailler généralement mieux, je te dirais. Okay. La nuance aussi, c'est que moi, j'offre un service de relation d'aide. Je ne fais pas de psychothérapie. La psychothérapie, c'est en fait, c'est une approche qui nécessite d'aller creuser vraiment plus au niveau du passé de la personne. S'il y a eu des traumas, on va aller voir dans la structure de la personnalité pour vraiment amener un changement au niveau du fonctionnement de la personne. La différence, c'est que moi, je vais me concentrer plus sur des difficultés qui sont récentes, qui sont actuelles, qui sont dans le moment présent, finalement. Puis l'idée, en fait, c'est de mettre en place des outils, des stratégies pour que la personne se sente mieux dans qu'est-ce qu'elle vit. OK. Puis là, tu dis... plus psycho, une personne qui est plus dans le psycho, est-ce qu'il est seulement étudié en sexologie ou il faut qu'il ait fait un peu une petite technique en psycho ou dans le cours de sexo, tu as tout ça? Ben, moi, je peux... Comment répondre à la question? En fait, moi, j'ai fait un bac en psychologie aussi, mais je te dirais que j'ai trouvé que le bac en psycho, dans mon temps, ça fait quand même quelques années, c'était très large, il y avait beaucoup de contenu super intéressant, mais c'est tellement général qu'on dirait que tu vas pas en profondeur dans les sujets. T'es en surface de tout. T'es en surface de tout, tandis que la sexo, ben, c'est un peu la psychologie de la sexualité, mais on va aller vraiment plus spécifique sur certaines choses. OK. Ben, tu sais, moi, à l'université, j'avais fait un cours d'introduction, j'avais sexo, puis déjà, je trouvais que dans les sujets, on allait quand même assez en profondeur. Fait que j'imagine... Fait que là, tu as fait un bac en psycho, puis un bac en sexo. Oui. Je suis folle comme ça, j'ai fait 2 bacs. Ben non, mais c'est parfait, ça donne beaucoup plus d'expertise aussi, là. Moi, je vois aucun problème avec ça. Puis, c'est quoi les travails que tu avais en tant que sexologue avant d'avoir justement ta place de consultation? Bien, dans le fond, j'ai fait mon stage avec des personnes vivant avec le VIH-Sida. Fait que j'étais en soutien à ces personnes-là. Je travaillais dans un organisme, j'ai fait mon stage là. Puis en même temps, j'ai été engagée dans un autre organisme à Sherbrooke qui travaille en prévention des infections transmissibles sexuellement et par le sang. Fait que les fameuses ITSS. Puis mon rôle à ce moment-là, c'était auprès des jeunes, là, au niveau de l'éducation à la sexualité, plus la prévention, mais aussi par rapport aux relations saines et tout ça. Fait que tu travaillais beaucoup dans les milieux scolaires?
Oui, j'ai fait, il y a la dernière année que j'ai travaillé dans cet organisme-là, j'ai fait une centaine d'ateliers en 1 an. Fait que c'était quand même... Tu peux nous parler un peu? C'était quoi ces ateliers-là? En fait, moi, ce que je faisais, c'était des ateliers en secondaire 3, 4, 5, vraiment de prévention des ITSS. Fait qu'on suivait le canevas du ministère, si on veut. Puis maintenant, les cours sont obligatoires pour les jeunes. Fait qu'il faut suivre. Oui, enfin, c'est ça. Puis... c'est ça, fait que je faisais des ateliers interactifs, participatifs. Tu sais, moi, j'aime beaucoup partir de qu'est-ce que les jeunes ont comme question, puis pas juste faire un exposé théorique devant une classe. Là. T'es captes vraiment plus vite quand tu vas avec leurs questions, justement. C'est ça, puis même, tu sais, des fois, il y a des petits comiques qui font des... Ils s'essayent pour faire une petite joke, là, mais moi, je la rattrape tout le temps, puis je trouve quelque chose d'éducatif à faire avec ça. Fait que c'était vraiment le fun, c'est une belle clientèle, les jeunes du secondaire, puis, tu sais, on pense que les jeunes, parfois, il y a comme un stéréotype qui sont un peu, tout le temps sur leurs écrans, puis dans leur tête, mais ils sont très, sont très ouverts d'esprit, je trouve, comparativement à v'là quelques années. Là. Ouais, moi, je me souviens, quand j'étais jeune, les cours d'éducation sexuelle, il y avait une gêne dans la classe, puis le monde parle pas beaucoup, puis on se sent pas à l'aise, c'est ça. Fait que c'est le fun de savoir aujourd'hui que les jeunes, justement, ils ont un petit peu plus une ouverture face à ça. Parce que, qu'est-ce que tu me parles? Moi, c'est un peu un rêve de vie de justement faire des conférences sur la sexologie dans des écoles secondaires. Là. C'est toujours quelque chose qui me passionnait. Puis, mais c'est ça. Fait que, toi, quand tu fais tes activités, c'est quoi les bonnes qualités d'une sexologue? Bien, c'est une grosse question, ça aussi. C'est sûr qu'en partant, je pense que ça prend de l'empathie. Il faut être à l'écoute des autres. Il faut être capable de vraiment mettre son énergie, son attention sur l'autre personne pour voir, ben, c'est quoi ses besoins, qu'est-ce qu'elle vit. Sinon, ben, dans les écoles, c'est sûr qu'il y a un minimum de dynamisme et... je pense que l'humour aussi, ça rejoint... C'est une bonne stratégie, je pense, pour rejoindre les jeunes. Fait que je dirais que pour les écoles, c'est un peu ça. Sinon, l'empathie, l'ouverture d'esprit, le non-jugement, je pense que c'est les grosses bases, en fait, en tant que sexologue, mais aussi comme intervenante tout court. Là. Exactement. Les mêmes termes que le podcast. Ça tombe super bien. Okay. Un petit peu plus pour rentrer dans le sujet du podcast. C'est quoi exactement la pression de performance ou ce qu'on appelle aussi l'anxiété de performance? Oui, bien dans le fond, l'anxiété en tant que telle, c'est un stress qui va être plus élevé que la normale. Parce que tout le monde peut vivre du stress dans une situation, puis c'est totalement normal, mais quand on tombe dans l'anxiété, c'est qu'on a un stress qui est beaucoup plus élevé, qui est parfois exagéré pour la situation. Ça peut venir avec des pensées envahissantes, de l'anticipation négative, et qu'on va penser d'avance à la situation. Si je pense que c'est une anxiété par rapport à un examen, ben oui, c'est normal d'être stressé pour un examen, mais si on est rendu qu'on se fait vomir dans les toilettes avant l'examen, on est dans un niveau de stress qui n'est pas normal, selon moi. Là. OK. Puis, c'est peut-être juste une impression que j'ai, mais j'ai l'impression que tout le monde qui a eu des relations sexuelles ont un peu vécu cette anxiété-là de performance. Peut-être que je me trompe. Bien, je pense que la majorité des personnes, oui, l'ont vécu au moins une fois dans leur vie. En tout cas, moi, je connais personne qui n'a jamais vécu le petit stress de performance dans une relation. C'est sûr, c'est quelque chose qui va toucher tout le monde. Puis, tu sais, derrière cette anxiété-là, en fait, souvent, c'est qu'il y a des peurs. Fait que moi, c'est plus ça que je vais aller voir avec les clients, tu sais, qui vont me dire, ben, tu sais, ça me stresse, puis je ressens de l'anxiété de performance, parce que des fois, les gens le nomment aussi clairement que ça. Mais de quoi t'as peur, au final? C'est ça la vraie question. Ben, je suis totalement d'accord. Moi, je l'ai vécu, ça, de 24 à 27 ans, là, justement, cette anxiété de performance. J'ai couché avec une fille une fois, il ne s'est rien passé. J'étais incapable d'avoir une érection. Et là, quand tu arrives pour coucher avec une deuxième personne, mais tu es quand même sans tête, je vais-tu être capable? Troisième personne. J'étais rendu à un point où j'étais comme, je vais arrêter de coucher avec les gens. Parce que j'ai peur de décevoir, puis je voyais ça un peu comme une honte envers moi. Mais par contre, ça ne m'arrivait pas. Quand je couchais avec une fille que j'avais déjà couché avec, aucun problème. Fait que là, j'ai vraiment fait, OK, c'est la nouveauté, c'est vraiment par rapport à c'est vraiment une pression de performance que j'ai. Et ça a arrêté au moment que j'en ai parlé avec une partenaire, et c'était le jour et la nuit. Aucun problème de ça. Puis c'est là que j'ai remarqué, la crise de communication, le stéréotype de oui, c'est tellement important. Ça t'enlève une crainte en tant que personne. Puis le fait de le dire, t'as pas peur de décevoir. La personne peut s'y attendre. Fait que, ouais, puis je pense qu'il y a beaucoup de monde qui vivent ça. Puis je pense qu'il y a beaucoup de monde aussi qui ont peur de le dire.
Ben oui, en fait, c'est que justement, tu l'as dit, ça peut amener de la honte, de la culpabilité. L'être humain a tendance à s'excuser, fait qu'on va s'excuser, par exemple, de ne pas avoir une érection, mais c'est pas vraiment ta faute. Mais on tu choisis pas. Puis on là. n'a pas à s'excuser. On n'a pas à s'excuser pour ça, justement. Autant gars que filles, on devrait jamais avoir besoin de s'excuser, c'est l'autre qui devrait comprendre. Ben exactement. Si on est dans une relation qui est saine, qui est respectueuse, ben on devrait pas avoir à justifier le pourquoi du comment que là, cette fois-ci, ça fonctionne pas. Mais moi, souvent, je vais poser la question à mes clients, justement, qui vivent la même situation que tu as vécu. Ben est-ce que tu en as parlé à ton ou ta partenaire? Puis là, souvent, la réponse est non. Est-ce que je devrais y en parler? Ben oui, je pense que tu devrais en parler. Puis des fois, ça débloque beaucoup de choses, comme dans ton cas, justement. Oui, puis ça amène aussi une compréhension du partenaire. Le partenaire, comment... OK, je pensais que c'était moi, genre, qui était pas bonne ou pas bon. Finalement, non. C'est une relation sexuelle, ça joue à deux. Mais exactement. Puis, tu sais, je remarque que les femmes ont tendance à prendre ça personnel puis dire « Ah ben là, c'est moi qui est pas belle, c'est moi qui est pas sexy, je me sens pas désirée. » Mais ça n'a tellement pas rapport avec ça, tu sais. Souvent, la peur qui ressort quand je leur pose la question, c'est « Ben j'ai peur de pas satisfaire ma partenaire, j'ai peur de la décevoir, j'ai peur de pas être bon. » Puis là, ben en tout cas, ça vient jouer aussi sur la masculinité, là, avec tout ce qui est véhiculé de... Être un homme. C'est ça, être un homme, mais tu sais, c'est pas juste ça, là. Non. Puis, c'est-tu récent, le terme est-tu récent dans le sens, tu sais, la pornographie, l'hypersexualisation, c'est-tu quelque chose qui est récent, l'impression de performance, ou ça existe depuis des centaines d'années jusqu'on en parle plus aujourd'hui? Bien, je pense que c'est ça, en fait. D'après moi, ça existait là 50 ans, mais justement, vu qu'on parlait moins de sexualité, c'était plus tabou, ben c'est sûr qu'à ce moment-là, ben peut-être qu'aujourd'hui, on a l'impression que c'est plus fréquent à cause de ça, parce que les gens en parlent plus. Les gens vont aller chercher l'aide aussi, ils vont venir consulter. Comparativement à là, 50 ans, c'était beaucoup plus difficile de juste dire « Ah ben je vais aller voir un psychologue » ou tu sais. Puis peut-être aussi le fait qu'il y a 50 ans, 60 ans, le monde était en couple un peu pour la vie. Fait que tu vas te dire, ben si c'est pas bon, ça doit être de même partout. Un peu. Ben, c'est ça, il y avait aussi un manque d'éducation au niveau de la sexualité, tu sais, on n'en parlait juste pas, fait que c'est, tu sais, tu peux pas, là, je trouve la différence, c'est que c'est beaucoup accessible, puis les gens vont se parler entre eux, je pense, autant les jeunes que les moins jeunes, ben on va parler à nos amis, puis on a tendance à se comparer aux autres, pour faire « Ah, OK, ouais, ben ça veut dire, moi, je suis pas normale », puis, tu sais, la fameuse question, est-ce que c'est normal? C'est quoi la normalité? C'est quoi la normalité, en fait, là? Moi, j'ai pas réponse à ça. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est pas normal? C'est comment toi, tu te sens dans ta sexualité, finalement, qui est important. Ben, moi, je me souviens de ce trouble-là, j'en ai parlé avec beaucoup de mes amis gars. Mm-hmm. Puis je te dirais qu'il y a une bonne partie qui ont fait comme « OK, toi aussi, tu vis ça. » Puis le fait d'en parler, il y a du monde qui font « OK, je suis pas tout seul. » Fait que ça amène une ouverture. Puis moi, j'ai toujours expliqué par-en avec ta partenaire, t'as rien à perdre. Mm-hmm. T'as absolument rien à perdre. Puis je dis, si la personne ne comprend pas, mais c'était peut-être juste pas la bonne personne pour toi. Bien, exactement. Puis moi, je travaille beaucoup avec les hommes aussi. Puis quand j'étais étudiante, je travaillais serveuse dans un bar sportif. Puis ma job, c'était surtout d'aller dans les chambres de hockey après les games, vendre de la bière finalement. Puis j'entendais toutes sortes de choses quand j'allais vendre mes bières, tu sais. Mais c'est sûr que dans une chambre de hockey avec tous les gars, ben on va avoir l'air hot. Fait qu'on va dire, ben tu sais, moi j'ai des relations sexuelles à chaque jour, puis tu sais, on va en mettre. Mais est-ce que c'est vraiment ça la réalité? Moi, j'en doute, là. Ouais. Puis, tu sais, moi, personnellement, je trouve pas ça. Je fais pas, cette personne elle est cool. Pourquoi elle couche avec des gens tous les jours? Je fais, non. Tu sais, je me dis, la personne a quelque chose à cacher ou quelque chose à travailler envers elle-même si elle a besoin de mettre ça de l'avant, tu sais. Mais là, tu dis justement, tu sais, comme la majorité de ta clientèle, là, c'est des hommes. Mais y a-tu comme, pas un public, mais des gens, c'est qui les types de personnes les plus touchées? Y en a-tu comme, ou c'est vraiment tout le monde? Bien, c'est vraiment tout le monde, en fait. Autant, tu sais, là, je parle beaucoup les hommes, les femmes, mais il y a aussi les personnes trans et non-binaires qui vont être touchées par des problèmes au niveau de la sexualité. C'est juste qu'on en entend moins parler parce que il n'y a pas de recherche scientifique qui se fait auprès de cette population-là.
C'est vrai, j'avais jamais pensé à ça. Oui, ça fait qu'on oublie ces gens-là, mais tu sais, moi, j'en ai qui vont venir me consulter aussi, qui sont des personnes qui s'identifient comme trans ou non-binaires ou non-conformes dans le genre. Puis, ils vont vivre les mêmes difficultés que les autres personnes. Fait que souvent, on oublie ces gens-là. Fait que je trouvais important de le préciser aussi. Oui, parce que t'es un peu comme... Pour eux, les sexologues, c'est un peu la seule ressource, puisqu'ils peuvent pas vraiment trouver d'informations sur Internet là-dessus. Toi, comment tu fais pour trouver ton information, justement, sur une personne trans ou non-binaire, pour pouvoir, pas l'aider, mais comme, où c'est que tu trouves ton information pour aider ces gens-là? Comme tu dis, tu sais qu'il n'y a pas beaucoup d'informations là-dessus. Toi, tu la trouves comment? Ben moi, j'ai suivi quelques formations à ce niveau-là. J'ai beaucoup d'amis aussi qui sont dans les communautés LGBTQ+. Fait que ça m'a aidé à comprendre aussi. Puis j'ai travaillé un peu avec des personnes trans dans mon ancien emploi. C'est sûr que je suis pas spécialisée auprès des personnes trans. Là. Je leur nomme que il y a des choses que je ne connais pas. Mais ça reste que pour certaines choses... je suis quand même plus à l'aise, disons, que d'autres professionnels qui sont pas du tout renseignés, qui savent pas que ça existe, en fait. Là. Okay. C'est quoi un peu les causes principales de l'anxiété de performance? Bien, je te dirais que en fait, ça vient beaucoup des peurs, comme je te disais. Fait qu'à part ça, sinon, il y a des croyances aussi qu'on peut avoir par rapport à la sexualité, selon l'éducation qu'on a reçue, selon... un peu notre parcours, c'est sûr que ça peut influencer ces peurs-là. Tu sais, si on a une conception de qu'est-ce qui est normal, on pense que c'est telle chose, puis là, on rentre pas dans ce cadre-là qu'on dit normal, ben c'est sûr qu'on va pas se sentir bien, puis ça peut amener aussi de la pression de performance. OK. Puis tu penses-tu qu'une personne qui est anxieuse, qui vit de l'anxiété dans la vie, ça peut facilement se transposer dans la chambre à coucher? Bien, oui, définitivement, ça pourrait se transposer. Parce qu'une personne qui a un trouble anxieux, par exemple, généralisé, bien, cette personne-là va être anxieuse dans toute sa vie, autant au travail qu'à l'école, que dans ses relations. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, ça se peut que ça touche la sexualité. Fait que des fois, moi, je rencontre les personnes, puis on se rend compte que le stress ou l'anxiété qui est vécu, c'est beaucoup plus large que juste la sexualité. Des fois, les problèmes au niveau de la sexualité, ça va être des symptômes de quelque chose qui est extérieur. Plus gros que ça, oui. Puis moi, quand je rencontre la personne, ben c'est un peu ça qu'on regarde. On va regarder toutes ces sphères de sa vie. Comment ça va au travail? Comment ça va dans ta relation? C'est quoi ton historique? Fait que ça me donne une meilleure idée. Mais c'est quoi que la personne a vie, finalement, là? OK, ben, j'imagine une personne, mettons, qui est anxieuse dans la vie à cause de sa job, puis durant une relation sexuelle, passe à son travail, t'es pas dans le moment présent aucunement, là. Ben non, pas du tout. Puis, tu sais, il y en a beaucoup, là, qui vont ramener du travail à la maison ou qui vont avoir des emplois qui ont plus de responsabilités. Fait que c'est sûr que, tu sais, si t'es pas présent, en fait, avec ton ou ta partenaire, ben t'es pas disponible à avoir un moment d'intimité de qualité avec la personne, là. OK, fait que l'anxiété de performance n'est pas nécessairement liée au sexe. Il peut être aussi relié à quelque chose qui est vraiment extérieur. Ben oui, aussi, c'est ça dépend vraiment. L'anxiété de performance, comme je te dis, ça peut être dans toutes les sphères de la vie qu'on peut le vivre, là. OK. Puis, tu sais, moi, je te dis que quand ça m'était arrivé, moi, j'avais consulté un médecin. Mm-hmm. Puis, je suis allé voir, il m'a dit t'as 24 ans. Il me dit ouais, t'as-tu déjà eu ça? Je dis non, c'est nouveau. Mm-hmm. Tu sais, il me dit à part des gens qui ont vraiment des problématiques physiques depuis qu'ils sont enfants, tout ça, il dit c'est dans ta tête que ça se passe. Puis, j'étais comme OK, mais comment je règle ça? Ben, c'est dans ta tête. Puis, j'étais comme il n'y a pas de pilule magique ou de conseil magique. Puis là, j'étais sorti du bureau du médecin en disant OK, mais je suis pas plus avancé. Puis non seulement je suis pas plus avancé, mais je sais que le problème est dans ma tête. Fait que là, j'étais comme c'est quoi mes ressources? Toi, tu dois avoir beaucoup de monde dans ton bureau, du monde qui vient te voir, faire comme c'est quoi mes ressources? Ben oui, en fait, la première étape des gens, souvent, c'est d'aller voir le médecin parce qu'on est plus à l'aise d'aller voir un médecin pour le côté physique de la chose, mécanique. Puis c'est vraiment le médecin qui est spécialisé pour évaluer ça. Tu sais, ils peuvent faire des prises de sang ou aller voir un peu au niveau des hormones si c'est quelque chose qui pourrait avoir une influence. Parce que dans certains cas, oui, ça peut être physique, mais moi, ce que je remarque, c'est que chez les jeunes, parce que j'ai des jeunes de 18-19 ans qui viennent me voir exactement pour cette situation-là. Mais c'est pas physique. C'est pas physique, là. C'est vraiment dans la tête que ça se passe. Puis, qu'est-ce qui arrive avec ça aussi, c'est que le Viagra,
de contrebande qui se vend sur le marché noir. Il y a beaucoup de jeunes là, qui vont essayer ça en se disant « je vais prendre du Viagra, puis ça va fonctionner », mais là, ils arrivent sur le moment, finalement, ça fonctionne même pas parce que c'est pas physique le problème, là. Mais moi, j'avais déjà lu sur le Viagra, justement, qui disait que le Viagra va marcher si tu as de l'excitation. T'sais, il disait que quelqu'un qui a un problème érectile parce qu'il n'y a pas d'excitation avec une personne, si tu prends du Viagra, il va absolument rien se passer. T'sais. Ben c'est ça, à la base, le Viagra, ça a été créé pour des hommes plus âgés. Parce qu'avec le vieillissement, l'érection a tendance à être moins dure, à durer moins longtemps. Ben, les tissus, tout ça, ça vieillit. Là, c'est normal. C'est le vieillissement normal, mais... Mais psychologiquement, la personne est encore... Pas toute là, mais je veux dire, psychologiquement, tout va bien. C'est vraiment, là, c'est vraiment un problème physique. C'est ça. Là, il y a une grosse différence entre une personne plus âgée versus un jeune de 18 ans qui est au début de sa vie sexuelle. Ouais. Puis, je vais faire un petit survol rapide sur la dépendance de la pornographie, parce que je vais faire un épisode vraiment là-dessus, mais je pense que dans le sujet qu'on est, c'est quand même important qu'on fasse un petit survol. La dépendance à la pornographie. Bon. Ça, je sais que ça touche... Je sais pas que j'ai pas de pourcentage, mais je sais que ça touche énormément de personnes. Puis quand j'ai lu là-dessus, ça expliquait que justement, c'est quand tu visionnes la pornographie, ton cerveau fait l'association d'images pornographiques à une érection, à un orgasme. Et les gens qui consomment la pornographie de manière très régulière, ça arrive quand ils arrivent avec une personne, ils sont pas capables d'avoir d'érection ou d'orgasme, justement à cause de la vision, qu'il n'y a pas la vision des images pornographiques. Toi, tu dois recevoir des gens qui viennent te voir un peu face à ça? Oui, c'est sûr que, tu sais, pour être vraiment dans une dépendance à la porno, ben il faut que c'est quelque chose qui prend beaucoup de place dans la vie de la personne, puis qui amène une certaine détresse, une certaine souffrance, puis la personne est plus capable, en fait, de faire ses activités quotidiennes habituelles. OK, je pensais pas que c'était à ce point. OK. Oui, quand on parle vraiment d'une dépendance, là, on est dans quelque chose de quand même très, très gros. C'est aussi fort qu'une dépendance à la drogue. Ben c'est exactement, c'est le même, au niveau du cerveau, de la chimie du cerveau, ça va être le même mécanisme, en fait, que les autres dépendances. Ça sécrète un peu la même chose dans le cerveau? Ça va sécréter les mêmes hormones. Fait que c'est pour ça que ça peut être quand même difficile pour la personne là, de se défaire de ça. Fait que c'est bon d'aller voir des spécialistes par rapport à ça. Moi, c'est un peu moins mon domaine, je te dirais, mais dans quelqu'un qui est habitué, par exemple, de toujours se masturber en regardant de la pornographie, puis qui arrive avec le ou la partenaire, puis que c'est plus difficile, ben on peut quand même travailler de dire, ben est-ce que si on enlève la pornographie, est-ce qu'on peut remplacer ça par l'imaginaire érotique, les fantasmes? Est-ce qu'on est capable de visualiser les images dans notre tête? Si la personne est capable de visualiser autre chose puis qu'elle n'a pas nécessairement besoin de la pornographie absolument, ben ça se travaille assez bien à ce niveau-là. OK, parce que j'avais lu qu'il disait ça devenait un peu une problématique quand ton imaginaire faisait plus la job. Dans le sens que tu as toujours besoin d'images. Exactement. Puis ces gens-là, ils ont quoi comme option? Est-ce que c'est mieux de faire une coupure complète, une coupure progressive? C'est quoi les options qui viennent à ces gens-là? Parce que... Bien, ça va dépendre, en fait, de l'approche qui est utilisée en psychothérapie. Tu sais, ça, je pourrais pas trop m'avancer là-dessus, mais tu sais, il y a plusieurs... on a toutes des approches qui sont différentes, fait que c'est sûr que pour travailler la dépendance à la porno, bien, ça va être de voir qu'est-ce qui fit un peu plus avec la personne, si c'est un arrêt... immédiat avec l'abstinence ou si c'est graduellement. C'est la même chose que pour les drogues ou l'alcool. Tu sais, il y a l'abstinence, mais il y a aussi l'approche de réduction des méfaits qu'on appelle, qui vise à diminuer le comportement qui est néfaste pour la personne. Justement, le précédent podcast était justement là-dessus, la réduction des méfaits. C'est ça. OK. Puis, c'est quoi tu vas dire à une personne qui vit de la pression de performance dans ton bureau? C'est quoi tu vas lui... C'est quoi, de quoi vous allez parler pour passer à travers de tout ça, trouver des solutions? Mais moi, la première chose que je vais explorer avec la personne, c'est juste relax, calme-toi. Il y a personne qui va mourir là, si ça fonctionne pas une soirée. T'sais, on peut réessayer le lendemain, on peut réessayer même dans la même soirée un petit peu plus tard. C'est juste de, en fait, calmer le stress, premièrement, de se détendre. Parce que qu'est-ce qui arrive aussi, c'est que physiquement, si on est trop stressé, ça marchera pas. La personne ne sera pas capable d'avoir une érection, ou même chose chez la femme, ça va pas marcher au niveau de la lubrification, du désir, parce que le stress prend trop une grosse place, puis c'est vraiment un mécanisme qui est physique. Fait que si on fait juste se calmer,
Ben ça enlève quand même de la pression. Puis après ça, moi, qu'est-ce que je vais travailler? Ben ça va être de ramener l'aspect de plaisir dans la sexualité. Fait qu'au lieu d'enlever la pression, je rajoute le plaisir. Fait qu'en rajoutant le plaisir, je fais diminuer la pression. Parce que dès qu'il y a de la pression, il n'y en a pas de plaisir. Ça, souvent, c'est ça qu'on oublie, c'est que le plaisir, c'est ça. C'est là pour ça. C'est quand même quelque chose de... Ouais, il faut pas l'oublier, le plaisir. Puis ça, je vois ça aussi beaucoup chez des couples qui veulent avoir un enfant, qui ont des difficultés à ce que la femme tombe enceinte, par exemple. Là, c'est l'espèce de pression de « OK, là, je suis en ovulation, faut que mon chum éjacule, faut qu'il y ait une érection, puis il faut que ça se passe là maintenant parce que c'est là que j'ovule. » Fait que je vais le voir aussi dans ce genre de situation-là. Puis là, à ce moment-là, on est vraiment dans une affaire mécanique. Là. On a une relation sexuelle pour procréer, c'est mécanique, puis l'aspect de plaisir, de complicité, de juste d'avoir, tu sais, l'espèce de légèreté qu'il y a dans la sexualité, on l'a plus à ce moment-là. Fait que c'est bien sûr que ça peut emmener des difficultés. La pression doit être encore plus grosse parce que là, il peut vraiment avoir une déception chez l'autre de faire « on veut un kid ». Ben oui, puis là, ça va dépendre. C'est le moment, là. C'est ça, c'est le moment là, parce que c'est là qu'on est en ovulation. Fait que tout dépend de l'érection puis l'éjaculation de l'homme. Fait que ça met une pression immense chez les épaules de ce gars-là. J'avais jamais pensé à ça, mais oui, ça met effectivement une pression. Wow! OK. Puis, on va peut-être parler un petit peu plus des autres troubles. Un peu. Chez les hommes, c'est quoi les troubles les plus fréquents? Admettons, on enlève l'anxiété de performance. C'est quoi les troubles les plus fréquents qu'on voit? Je te dirais que moi, je vois beaucoup... je vais parler de moi, ma pratique, surtout vu que ça peut être différent d'une région à l'autre aussi. Tu parles de toi, t'es là, c'est on bon. parle de toi. Mais moi, qu'est-ce que je vois beaucoup, ça va être des problèmes au niveau de l'érection. Fait que soit à avoir une érection ou à la maintenir, parce qu'il y a comme une nuance aussi à ce moment-là. Si la personne est capable d'en avoir une, puis qu'elle va la perdre en cours de route, c'est pas la même situation que la personne qui en a juste pas du tout. Been there. Ouais. C'est ça. Fait qu'au niveau de l'érection, il y a aussi au niveau de l'éjaculation, que ce soit une éjaculation qu'on va dire rapide ou prématurée, ou aussi au niveau de l'éjaculation retardée. Ça peut amener, en fait, pour que ça devienne un trouble pour la personne, il y a certains critères à respecter. Okay. Puis un des critères, notamment, c'est au niveau de la détresse puis la souffrance que ça va créer. OK. Puis moi, je suis pas spécialisée pour évaluer ces difficultés-là. C'est vraiment une sexologue qui est psychothérapeute qui a son permis pour évaluer les troubles sexuels. Mais ça reste que je vais quand même en avoir dans mon bureau qui viennent me voir, puis qu'on peut quand même le travailler en relation d'aide sans problème. Des fois, juste en parler, ça répond à beaucoup, beaucoup de questions. Puis, tu sais, on parle d'éjaculation précoce. Quand on parle d'éjaculation précoce, on parle de combien de temps? Selon les critères diagnostiques, là, on parle de secondes, là. Oh! Fait que des fois, moi, tu sais, je peux avoir des gars qui viennent me voir, qui vont me dire, ben j'ai une éjaculation précoce, OK. Là, j'essaie de voir un peu avec la personne, mais quand tu dis précoce, qu'est-ce que tu veux dire avec ça? Ben, tu sais, ça dure 10 minutes. J'aimerais ça que ça dure plus longtemps. Tu sais, t'es correct en masse. La moyenne d'une relation sexuelle, on dit que c'est entre 5 et 7 minutes en tout. Là. Ouais, j'ai déjà lu sur Internet, justement, que l'éjaculation chez un homme, c'est entre 3 et 7 minutes. Ben c'est ça, tu sais. Fait que pour que ça soit vraiment une éjaculation précoce, là, tu sais, il faut rentrer dans les critères diagnostiques, mais c'est la pression de performance de durer longtemps. Exactement, c'est ça. C'est ça. J'allais faire justement le lien, là, c'est pas un problème d'éjaculation précoce, c'est un problème de pression de performance. C'est un problème de performance, fait que moi, c'est ça que je vais aller travailler avec la personne à ce moment-là, de diminuer cette pression de performance-là. Puis c'est vrai que pour une personne qui a d'éjaculation précoce, c'est vraiment de préconiser le moment présent, le plaisir, justement, la connexion avec une personne. Bien, oui, je pense que ça peut s'appliquer pour ce cas-là, mais aussi pour tous les autres cas, finalement. Parce que souvent, qu'est-ce qui arrive quand on a une difficulté sexuelle? Bien, c'est que là, on va y penser, là, on tombe un peu dans un cercle vicieux, on va anticiper, ça va prendre beaucoup de place dans la tête de la personne, puis la personne n'est juste plus en relation avec l'autre, elle n'est plus dans le moment présent, elle est juste plus dans son corps. Là. C'est des gens qui vont être dans leur tête, qui vont penser, OK, là, faut que ça dure plus longtemps, faut que je garde mon érection, faut pas que je la perde. Mais t'es pas dans le moment, là. T'es pas connecté à l'autre personne, là. Fait que l'éjaculation précoce, c'est psychologique aussi. C'est pas quelque chose de physique.
Ben, ça dépend vraiment des personnes, mais ça dépend si c'est quelque chose aussi qui est présent depuis toujours ou qui est de façon plus contextuelle. OK. Si je prends l'exemple, quelqu'un qui a des relations sexuelles une fois par année à sa fête, ben c'est sûr que c'est Noël, tu sais, fait que ça se peut très bien que tu viennes plus rapidement à ce moment-là, tu sais. Puis chez une personne, ça serait physique, y aurait-tu des activités, pas des activités, mais de l'entraînement physique? Tu sais, j'ai déjà entendu parler de travailler son muscle pelvien. Y a-tu des activités physiques que tu peux proposer à ces gens-là pour les aider? Bien, à ce niveau-là, tu sais, si je pense par exemple aux exercices au niveau pelvien, ça, c'est vraiment les physiothérapeutes périnéales qui sont spécialisés là-dedans pour les exercices. Fait que moi, ce que je vais faire à ce moment-là, si ça peut être une option pour la personne, bien, je vais référer puis je vais collaborer avec quelqu'un qui travaille en physio puis qui est spécialisé au niveau des muscles de toute cette région-là. Ah ouais, OK. Fait que le monde peut voir des physios pour ça qui sont vraiment... Je savais pas ça. Ouais. Bien, souvent, tu sais, c'est plus connu, par exemple, pour les femmes qui ont un accouchement plus difficile. Bien là, on peut suggérer d'aller voir une physio, mais tu sais, ça peut s'appliquer dans d'autres cas aussi. Fait que ça peut être une option aussi qui peut être explorée selon les difficultés de la personne. Si je pense chez les femmes au niveau des troubles de la douleur, ça peut être très pertinent, la physio, à ce moment-là, en collaboration avec un suivi en sexo. Là, ça peut... Moi, j'ai vu des vraiment beaux résultats. J'ai des clientes à ce niveau-là. OK. Puis, chez les femmes, c'est quoi les troubles les plus fréquents? Bien, comme je viens de dire, trouble de la douleur, j'en vois quand même beaucoup. Sinon... Juste, trouble de la douleur, on parle d'une douleur désagréable ou une douleur vraiment soutenue que ça fait extrêmement mal? Bien, ça peut être les deux, en fait. C'est que dans les troubles de la douleur, il y a différents types de douleurs. Ça peut être soit des douleurs à l'extérieur, à l'intérieur, plus au fond du vagin. Ça dépend vraiment, tu sais, il y a plusieurs troubles de la douleur, mais ça va être une douleur qui est assez importante. C'est pas juste, tu sais, si je pense les douleurs lors des premières fois qu'on est au début de notre vie sexuelle, ben ça va être normal d'avoir des douleurs à ce moment-là. T'sais, on n'est pas habitué, c'est notre première fois. C'est très, très, très normal, mais c'est pas normal que les douleurs persistent longtemps puis que c'est une douleur vraiment qui est importante, là. Moi, je pense que dès le moment que c'est une douleur qui est récurrente, qui revient, c'est ça, tu sais, qui revient souvent puis qui nous cause, qui ça nous dérange vraiment beaucoup, là, je pense que ça vaut la peine d'aller explorer, que ce soit en commençant en allant voir une sexo, en allant voir une physio spécialisée là-dedans, ou même juste d'aller voir le médecin ou un gynécologue. Au moins, on va voir, est-ce qu'il y a une cause physique associée à cette douleur-là? Parce que je sais qu'il y a des ITSS que ça peut amener des douleurs dans la région génitale, fait que c'est bon à ce moment-là d'aller voir le médecin juste pour s'assurer que tout est correct au niveau physique. OK. Puis sinon, quel autre type de trouble qu'on peut retrouver chez les femmes? Au niveau du désir, soit peu ou pas de désir. Il me semble que on voit moins ça chez les hommes. Ça se peut-tu? Ça, c'est un mythe, je te dirais, parce que, tu sais, j'ai pas de statistiques en tête là-dessus, mais moi, je vois beaucoup d'hommes qui vivent, en fait, ce qu'on va dire des baisses de libido, des baisses de désir sexuel ou d'intérêt sexuel. J'en vois autant que je vois des femmes qui vont en vivre. Puis le désir sexuel, c'est quelque chose qui est très, très, très complexe. Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent jouer sur le désir. Puis c'est sûr que deux troubles peuvent être un peu ensemble. Si je pense au niveau des troubles de la douleur, bien c'est sûr que si j'ai de la douleur, bien mon cerveau enregistre que c'est pas le fun parce que j'ai mal. Ça diminue la libido aussi. Mais là, des fois, les gens viennent me voir en me disant au téléphone, j'ai pas de libido, puis bon, blablabla. Puis là, quand je regarde ça avec la personne, t'as-tu déjà eu des douleurs? Ah oui, OK, mais là, on se rend compte que c'est pas tant la libido, le problème, c'est les douleurs, finalement. Tu fais les liens. C'est ça. Ouais. Parce que la libido, finalement, le désir, c'est quoi? C'est vraiment à l'intérieur de soi, dans notre tête, dans notre cœur, est-ce qu'on a envie d'avoir des relations sexuelles? Est-ce qu'on a envie d'en avoir avec le partenaire ou la partenaire qu'on a actuellement? Parce que ça se peut qu'on a du désir pour d'autres personnes, mais qu'on n'a plus de désir pour notre partenaire de couple, par exemple. Ah, ben oui. Fait que, on peut regarder toutes ces petites affaires-là. Puis, comme je dis, le désir, c'est hyper complexe. Si je te donne juste un exemple,
tout ce qui est problème au travail, stress financier, ça a un impact immense sur la sexualité, parce que si tu es stressé avec ta job, tu es stressé avec tes finances, tu es en train de faire faillite, ben ça se peut très bien là, que tu n'as pas de libido à ce moment-là, que tu n'as pas envie d'avoir des relations sexuelles parce que tu fais juste penser à ça. Ouais, tu es moins dans le laisser-aller. Là. Ben c'est ça. Fait que, tu sais, moi, comme je te dis, quand je vois la personne, mais je regarde un peu toutes les sphères de sa vie. Fait que ça me dit, ben j'ai beaucoup de problèmes financiers, ça me stresse. Ben, tu sais, c'est un petit drapeau qui fait, ben c'est peut-être ça qui fait que tu es moins disponible à la sexualité. Okay, puis j'avais lu aussi, chez les femmes aussi, il y a souvent le manque de lubrification. J'imagine que ça peut être psychologique, mais j'imagine que ça peut être quelque chose de très physique, ça aussi. Oui, ben en fait, du côté physique, ça va être surtout chez des femmes plus âgées, par exemple, avec la ménopause, ben ça se peut qu'on a moins de lubrification. Ça se peut que ça change rien là, au niveau de la ménopause, mais c'est quand même quelque chose de connu qui se fait. Sinon, du côté plus psychologique, ben si je pense... exemple, quelqu'un qui a vécu un trauma ou une agression sexuelle, quelque chose de pas le fun, ben ça se peut que le corps réagit de cette façon-là, en lubrifiant pas. Le cerveau est toute une machine. Mm-hmm. Parce que je me souviens, quand j'étais plus jeune, j'avais une de mes amies qui me disait, elle dit, je pense que j'ai un manque de lubrification. Elle dit à chaque fois, puis elle a fait le lien à un moment donné, faire, ouais, mais c'est tout le temps à la sortie des bars quand j'ai pas mal bu. Fait que c'est plus une question c'est plus une déshydratation qu'un manque de lubrification. Ben ça se peut, là, la consommation, c'est sûr, ça influence aussi les fonctions physiques de la chose, là, mais tu sais... j'ai perdu qu'est-ce que je voulais dire. Ça va sûrement me revenir, mais lubrification... Mais tu sais, elle me disait, tu sais, c'était plus un problème de déshydratation qu'un problème de lubrification. Ouais. Puis c'est peut-être moins ton domaine d'expertise, mais mettons, chez les personnes trans, non-binaires, est-ce que tu saurais c'est quoi les troubles qu'on pourrait plus retrouver chez ces gens-là ou c'est commun aux autres? Ben, j'imagine que ça doit ressembler aux autres. Ça dépend toujours si la personne, est-ce qu'elle a eu des chirurgies? Parce que c'est sûr que la chirurgie en tant que telle, ben, ça peut amener des douleurs dans certains cas. Là, c'est tout un processus, la transition. Puis c'est pas tout le monde qui va se rendre non plus à avoir sa chirurgie. Fait que ça dépend toujours de où la personne se situe là-dedans. Il y a aussi les hormones qui sont prescrites qui peuvent avoir certains impacts au niveau de la sexualité, justement au niveau de la lubrification, par exemple. Si je pense un homme trans qui prend des hormones, il prend de la testostérone, par exemple, ben ça peut influencer au niveau des organes génitaux, justement, moins de lubrification et tout ça. Fait que il y a ça aussi que... c'est sûr que pour une personne trans, moi, ce que je dirais, ce serait vraiment d'en parler à son médecin traitant, là, la personne qui la suit dans sa transition, pour voir, ben, est-ce qu'il y a une cause physique qui explique ça? Puis s'il n'y a pas de cause physique, ben là, j'irai voir des professionnels spécialisés en santé trans, finalement. OK. Puis, je sais pas si tu le sais, mais y a-t-il une bonne âge pour commencer à prendre des hormones? Au niveau de la transition, ben moi, ce que je voyais beaucoup, c'était, je pense, des préados, par exemple, qui sont vraiment pas bien dans leur corps. Ils vivent beaucoup de dysmorphie. Puis, ces jeunes-là vont avoir une espèce de peur de la puberté parce que là, tu sais, si toi, t'es née fille à la naissance, puis finalement, ton identité de genre, c'est que tu te sens garçon, tu t'identifies garçon, bien là, tu vas avoir peur à la puberté, mais là, est-ce que les seins vont pousser, puis les hanches, les courbes et tout ça, le corps change beaucoup à ce moment-là. Fait que chez les préados, là, ça va... Moi, j'ai déjà vu beaucoup d'anxiété chez ces jeunes-là. Puis c'est sûr qu'au niveau des hormones, ben, c'est toujours de voir dans l'intérêt du jeune, finalement. Est-ce que c'est une bonne chose pour le jeune qui a des hormones ou pas, tu sais. Puis souvent, les jeunes, ben c'est eux les experts, les experts de leur situation. Mais ça, c'est vraiment avec les médecins spécialisés là, qui peuvent regarder ça. C'est parce que moi, dans mon entourage, j'ai un préado, justement, de 13 ans, qui est un homme trans. Puis il a fait son coming out à l'été. Puis avant de commencer à prendre des hormones, il y a un arrêt d'hormones normales qu'il faut faire avant de faire la transition. Fait que, tu sais, on m'expliquait que c'est pas mal à 16 ans que la personne va commencer à prendre des hormones parce qu'il y a vraiment un 3 ans d'arrêt d'hormones qu'il faut qu'il se fasse. Fait que je me disais, hey, c'est un christique long processus, là.
Je pourrais pas te dire au niveau de l'âge, mais oui, c'est un gros processus, là. Puis qu'est-ce qui est très aidant pour ces jeunes-là, c'est quand les parents sont du bord du jeune, tu sais, qui vont le soutenir puis qui vont l'accompagner là-dedans, parce que c'est sûr, si les parents sont contre la transition, ben ça va être extrêmement difficile. Puis c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'idéations suicidaires, beaucoup de tentatives de suicide chez les jeunes qui sont trans. À cause de l'incompréhension des parents? Ben à cause, tu sais, de tout le stigma, la discrimination et tout ça. Tu sais, on parle de je pense que c'était 43%, là, si je me souviens bien, en tout cas entre 40 et 50% de jeunes qui vont faire une tentative de suicide. OK. Ouais, fait que quand même, tu sais, moi je vois ces chiffres-là, je suis comme, oh my god, c'est énorme, là, c'est énorme. Là. C'est énorme, puis le meilleur facteur de protection pour ces jeunes-là qui ressortait selon les études, c'est le soutien de l'entourage. Ben ouais, ben c'est ça, tu sais, moi, le jeune que j'ai dans mon entourage, sa mère, c'est une personne over-compréhensive, là, vraiment. Puis moi, qu'est-ce qui que j'ai trouvé vraiment spécial, c'est qu'il en a parlé à les gens à son école. Et les jeunes ont une compréhension, ont des questions. Puis j'étais comme, hey, moi, à mon âge, là, dire ça dans le cours d'école, là, tu sais, les termes les moins reluisants, ils seraient là. Puis je sais pas si c'est l'école où c'est que la personne va qui est comme ça, mais je pense qu'il y a un peu une belle ouverture d'esprit, de compréhension, de questionnement chez les jeunes. Tu sais, comme tu me disais, les activités que tu faisais dans les milieux scolaires, les jeunes sont intéressés. Ça, je trouve ça beau, tu sais, qu'un jeune aujourd'hui peut dire qu'il est homosexuel. Puis que t'as quand même la part de l'intimidation, mais peut-être un peu moins présente. En tout cas, c'est l'impression que j'ai avec les jeunes que je vois autour de moi. Bien, il y a beaucoup de sensibilisation qui se fait à ce niveau-là dans les écoles. Puis c'est sûr que, tu sais, moi, je remonte quand j'étais au secondaire, puis ça fait pas si longtemps que ça. Ça fait quoi, 10 ans? T'as gradué en Canada? J'ai fini mon secondaire en 2010. Fait que, tu sais, ça fait 11 ans, là. Pas mal la même époque. Ouais. C'est ça. Fait que, puis je viens de la Gaspésie. Fait que, je me souviens, j'avais un ami gay, puis il va se reconnaître s'il m'écoute, mais c'était le premier à afficher son homosexualité, puis à le dire ouvertement, puis... On se faisait dire des niaiseries, là, juste à marcher ensemble dans le corridor, tu sais. Il y avait des calls pas le fun, tu sais, mais je pense qu'il y a tellement une sensibilisation depuis ça que je pense que les gens sont beaucoup plus ouverts. En tout cas, les jeunes sont plus ouverts. C'est sûr que ça dépend des milieux. Puis ça part de l'éducation aussi qu'on donne à nos enfants, mais tu sais, un enfant de 5 ans, là, s'il voit une personne homosexuelle ou une personne trans, il se pose pas autant de questions que nous, les adultes. Tu sais, un enfant, tu vas lui dire, ah ben, mon oncle, il a un chum. Mon oncle, okay, est-tu cool. Gentil? Bon, c'est ben, ça. c'est ça, tu sais, ils s'en foutent, là, honnêtement, là, les jeunes enfants. Puis souvent, c'est que ça vient de l'éducation qu'on donne à ces jeunes-là, mais tu sais, je pense qu'il y en a de plus en plus aussi des personnes LGBT. Fait que c'est sûr que ça donne une visibilité à ces communautés-là, finalement. Mais il y en a-tu plus ou il y en a plus qui le disent? Il y en a plus qui s'affichent, c'est ça. Mais il y en avait, tu sais, je veux dire, il y en avait avant, là, des homosexuels. C'est pas sorti du... Non, c'est ça. C'est pas arrivé comme ça. C'est pas 2010 être gay, ça. C'est ça, là, c'est ça. Mais c'est beaucoup moins tabou d'en parler, contrairement à, là, 50 ans, que, tu sais, on est quand même une société qui est issue de la religion catholique. Fait que, tu sais, c'est sûr que, tu sais, si la norme, c'est d'être marié, d'avoir des enfants, d'être avec un homme et une femme, ben... La maison, le camion, les deux, ouais, c'est ça. Tu sais, c'est ça. Fait que faut sortir un peu de ce cadre-là hétéronormatif aussi, là. Ça, tu viens de la Gaspésie, puis t'avais un ami gay. J'ai écouté un podcast dernièrement avec Sam Cyr, qui est un gars de la Gaspésie, justement, qui est homosexuel, puis il dit... Quand je check tous les gars avec qui j'allais au secondaire, le monde que je connais de la Gaspésie, il y a 4 gays en Gaspésie. Mm-hmm. C'est comme... Il dit, c'est encore un milieu très, très fermé. Mm-hmm. Puis toi, t'as vécu ton enfance là-bas. Quand t'es parti de la Gaspésie, t'as-tu été directement pour étudier en sexologie ou t'as fait avant ton bac en psycho? Moi, j'ai fait un bac en psychologie à Trois-Rivières. OK. Puis après ça, j'ai transitionné vers la sexo à Montréal. Mais c'est sûr que quand tu viens de région, la réalité n'est pas la même, tu sais, au niveau des diversités. Puis tu sais, là, on parle de la diversité sexuelle et de genre, mais tu sais, juste la diversité culturelle, tu sais, j'ai pas été élevée là-dedans en Gaspésie parce que on est un plus petit milieu, puis il y en a pas beaucoup, là.
Mais je pense que c'est de plus en plus ouvert, justement, à cause que maintenant, il y a des organismes aussi pour les personnes LGBT en Gaspésie. Puis il y en a qui donnent de la visibilité, justement, un peu plus. Il y a beaucoup de sensibilisation. Fait que c'est sûr que j'ose espérer que ça doit faire une différence dans les petits milieux. Toi, ça doit te faire un clash en maudit, partir de la Gaspésie, puis justement rentrer en psycho, puis après ça en sexo. Ben, tu sais, j'étais allée graduellement aussi, là. Je suis partie de la Gaspésie, j'étais allée à Rimouski à 5 heures de route au cégep, tu sais, c'est un gros pas déjà, mais tu sais, c'était pas trop dépaysant. Après ça, à Trois-Rivières, c'est un autre dépaysement. Je pense que le gros changement, ça a été de, tu sais, Montréal, c'est, pour moi, Montréal, dans ma tête de petite fille de la Gaspésie, c'est la grande ville. Mais comme pour un gars de Montréal, New York. Ben, c'est ça, tu sais, moi, c'était immense, Montréal, là, mais tu sais, finalement, bon, j'ai vécu là, fait que je me suis habituée au trafic et aux problèmes de stationnement. Mais c'est sûr que, tu sais, moi, je suis une fille de région, puis tu sais, j'ai à cœur, justement, d'amener la sexo en région, parce qu'il y en a vraiment pas beaucoup, là. T'sais, on est des denrées rares en région, puis j'arrête pas de dire aux jeunes sexologues qui sortent de l'école, ben, il y a de la job en région, là, allez en région, puis sortez de Montréal, puis c'est normal qu'il y en a plus à Montréal, c'est là que le cours se donne. Fait que... Si tu restes là à Montréal pendant 3 ans, tu fais ton stage sûrement à Montréal, tu as des chances que tu travailles là. Mais toi, du moment que tu es parti en Gaspésie à faire ton cours en sexologie, quand tu es retourné en Gaspésie, le monde qui savait que tu étais sexologue, t'as-tu vu une ouverture que le monde voulait en parler parce qu'il y a moins de ressources? Et moi, honnêtement, j'ai plus beaucoup de contacts en Gaspésie parce que j'ai beaucoup perdu les gens de vue. Mais, tu sais, je sais que mes grands-parents ils en parlent à tout le monde, que leur petite fille est sexologue, puis, en tout cas, ils ont l'air bien fiers d'en parler. Mais moi, ça a pris un bon 2 ans et demi avant que je le dise à mes grands-parents que j'étais rendue en sexo parce que j'avais peur de la réaction. Puis je l'ai juste dit à ma grand-mère. J'étais comme en 3e année, là. J'étais au début de ma 3e année, puis je m'étais trouvé un emploi en sexo, puis là, j'allais déménager à Sherbrooke, fait que là, j'ai dit, là, il va falloir que j'y dise là, que j'étais en sexo, tu sais. Puis ça a été quoi la réaction? Ben, elle a super bien pris, puis elle trouvait ça cool, puis elle va dans les écoles, puis ma grand-mère était prof au primaire, là, dans sa jeunesse. Fait que, tu sais, elle trouvait ça bien cool, là, que j'allais dans les écoles. Fait que j'ai comme réalisé que, finalement, mes grands-parents sont pas mal plus ouverts que qu'est-ce que moi, je pensais, là. T'avais une peur et t'as communiqué, ça a été réglé. Voilà, la communication. Puis là, c'est sûr que ma grand-mère va m'écouter, en plus, fait que ça va être bien drôle, elle va se reconnaître. Mais, voilà. Ça, puis... Moi, ben, on entend souvent parler de l'activité physique et la saine alimentation aident beaucoup dans les relations sexuelles. Quoi d'autre qu'on peut faire qui peut nous aider? En fait, je pense que c'est juste en général d'avoir une bonne hygiène de vie. C'est sûr que ça va influencer, oui, la sexualité en tant que telle, mais la santé mentale. Tu sais, si on prend soin de notre santé mentale, on prend soin de notre corps, on prend soin d'être reposé, d'avoir une bonne hygiène de vie, bien, c'est sûr que on va se sentir mieux juste tout court dans notre vie, là. Puis, on a parlé beaucoup tantôt de la communication. Tu peux-tu parler un peu de l'importance de la communication autant avant l'acte, pendant l'acte et après l'acte? Bien, si je pense juste au consentement... avant, on n'en parlait pas tant du consentement, il y a quelques années, mais là, avec justement tous les mouvements #MeToo, les dénonciations sur les réseaux sociaux, c'est sûr, c'est quelque chose qui a pris beaucoup d'ampleur, puis tant mieux, parce qu'il faut en parler. Puis, tu sais, moi, je me souviens au secondaire, premièrement, moi, j'ai pas eu de cours d'éducation à la sexualité, là, j'étais de la gang de la Réforme, là. Oh, OK, zéro. Tu sais, moi, c'était zéro, j'ai pas eu les cours de FPS, j'ai pas rien eu. OK, fait que t'as pas eu le condom sur un pénis en bois, là. Non, moi, je me souviens, j'ai eu un cours donné par l'infirmière en lien avec les menstruations. Puis c'est tout, là. Ça s'est arrêté là. OK. Puis après ça, c'était en sciences, le côté physique de la chose. Là, fait que c'est même pas la sexologie, ça, c'est la puberté. Là. C'est la puberté, puis c'est important. Là, je sais, mais... Mais il n'y a pas juste ça, tu sais. Je savais pas que les gens de la Réforme avaient eu zéro cours en éducation sexuelle. Ils ont tout enlevé ça, malheureusement, puis... Tu sais, ils les ont enlevés avec la Réforme dans les années 2000, puis ils les ont ramenés, si je me trompe pas, c'est autour de 2015-2016. 2017. C'est le PLQ qui les a ramenés en 2017. Tu sais, je suis allé lire justement sur c'est quoi maintenant les cours. C'est incroyable, là. Tous les sujets, puis c'est vraiment comme maternelle. Après ça, il y a des cours pour les 6 à 8 ans. Pour les 8 à 10 ans, puis c'est vraiment, les catégories sont vraiment belles. J'ai vraiment fait, OK, les jeunes vont vraiment être outillés. Ben oui. Puis, tu sais, le programme qui a été fait, moi,
je suis vraiment vendue. Tu sais, je connais des sexologues qui ont travaillé au ministère pour développer ce programme-là, puis c'est vraiment basé sur le développement psychosexuel des jeunes. Fait que, tu sais, l'enfant de maternelle, là, on va pas y parler de sexe ou de relations sexuelles, mais on va y parler des parties du corps. Puis pourquoi c'est important qu'un enfant de 5 ans sache nommer le pénis, par exemple, et non utiliser des mots comme zizi et autres? Ben, si l'enfant vit une situation d'agression ou des attouchements, ben il faut qu'il est capable de nommer c'est où qu'il a eu ces attouchements-là. Fait que, tu sais, j'en ai vu des parents qui étaient contre le retour des cours d'éducation à la sexualité, mais, tu sais, moi, je suis d'avis qu'il faut les informer, les jeunes. Puis, de toute façon, là, les jeunes, c'est tellement accessible, les informations avec Internet, maintenant, que, tu sais, je veux dire, moi, dans mon temps, jadis, comme ça faisait 1000 ans. Tu sais, moi, j'allais sur Tel Jeune, puis ça existe encore, Tel Jeune, puis t'avais la section questions, réponses, puis tu vas envoyer tes questions, puis t'avais une intervenante qui te répondait, puis c'était une mine d'informations, et moi, je prenais toutes ces informations-là, je ramenais ça à l'école, puis si mes amis avaient des questions, j'allais chercher pour eux autres, puis tu sais, j'étais un peu la fille... OK, fait que t'avais déjà ça en toi avant de l'étudier. Tu sais, en secondaire 3, je me souviens, j'avais une amie qui m'avait dit « Ah, tu devrais être sexologue », parce que j'étais hyper renseignée, parce que moi, le soir, j'allais lire là-dessus, là, sur Internet. T'avais vraiment un intérêt, là? Ben oui, j'avais un intérêt, puis, tu sais, après ça, ben, c'est ça, j'étais allée en psycho parce que c'est un peu un chemin, disons, plus dans les normes. Mais peut-être le jugement de tes parents aussi? T'es-tu plus allé en psycho à cause du jugement de tes parents ou t'étais plus rendu là et tu trouvais que c'était plus large? Bien, je pense que oui, il y avait peut-être un peu la peur du jugement. Parce que moi, j'ai étudié au cégep en sciences nature. Fait que pour t'ouvrir des portes. Pour m'ouvrir des portes. Fait que, tu sais, c'était... Qu'est-ce que tu vises quand tu es en sciences nat? Ça va être physio, ergo, pharmacie, médecine. Mais comme, tu sais, j'étais bonne, là. Je suis bonne en maths, mais c'est pas parce que je suis bonne que je veux travailler là-dedans, tu sais. Fait que oui, je me suis tapé sciences nat dans mon parcours. Mais, tu sais, si c'était à refaire, je pense que je referais le même parcours, sauf au cégep, là, je ferais sciences humaines, là, on s'entend, je me casserais pas la tête. Mais je pense quand même que mon bac en psycho, ça m'a emmené quand même d'autres expériences. Puis, tu sais, on rentre à l'université, on est quand même jeune. Tu sais, moi, j'ai vraiment eu un parcours très standard, si on veut. Fait qu'à 19 ans, je rentrais à l'université. Là. C'est jeune. Fait que c'est jeune. Puis, c'est juste de rentrer à l'université, c'est un choc. C'est comme l'adaptation de... Tu sais, moi, je suis quand même partie de la Gaspésie, tu sais, m'adapter en appart et tout ça. Fait que ça fait que, tu sais, je pense que j'avais besoin de ce moment-là, que je fasse quelque chose que... J'aimais ça, la psycho, mais je n'étais pas autant passionnée que je le suis aujourd'hui, tu sais. Fait que je pense que ça me prenait ça pour après ça m'en aller en sexo puis faire, tu sais, là, c'est vraiment ça que je veux faire. Ouais, puis qu'est-ce qui s'est passé durant ton DEC pour qu'ensuite tu ailles au bac en psycho? Ben, je me suis rendu compte que j'aimais vraiment pas... j'étais vraiment pas intéressée, en fait, par les métiers de la santé. J'ai peur du sang, fait que jamais que j'aurais été infirmière. Chuck ici comprend très bien ce que tu vis. Tu sais, je me souviens dans mon album des finissants en secondaire 5, j'avais mis je voulais être chirurgienne à cause que j'écoutais Grey's Anatomy puis je tripais bien gros. Mais tu sais, je veux dire, moi je vois du sang, je me sens pas bien, j'ai un malaise. Fait que tu sais, jamais que j'aurais été quasiment chirurgienne. Perdre connaissance. Ben là. c'est ça, quasiment. Fait que tu sais, je pense que c'est plus que je me suis rendu compte que moi, qu'est-ce que je voulais faire dans la vie, c'était aider des gens, là. Puis, tu sais, oui, tu le fais quand t'es médecin, mais c'est différent, le contact que t'as avec les personnes, là. Dans le sens que tu n'auras pas un décès en étant psychologue. Tu n'auras pas annoncé à une famille que la personne est morte. Je pense que c'est plus dans ton élément. Je pense que oui. Je pense que j'ai trouvé un peu plus ma place, surtout en sexo, là. Je pense que oui. Parfait. Puis, pourquoi les jeunes aujourd'hui, tu sais, il y a de plus en plus d'ITSS, c'est ça? Mm-hmm. Tu connais très bien le sujet. Mm-hmm. Pourquoi les jeunes ont tant de difficultés à se protéger aujourd'hui? Tu sais, moi, j'avais lu sur Internet que c'est 1 personne sur 3 qui va se protéger. C'est énorme. Mm-hmm. Ben, mon hypothèse là-dessus, c'est au niveau de la confiance en soi, de l'affirmation de soi, tu sais, comment communiquer à son partenaire qu'on veut se protéger. Ça, on l'apprend pas à l'école, là. C'est vrai. Fait que, tu sais, les jeunes, ils les connaissent, les ITSS, ils connaissent le dépistage, puis... Tu sais, moi, quand je faisais mes ateliers, qu'est-ce que les jeunes y aimaient, justement, c'est que c'était pas juste le côté mécanique, physique, biologique, c'est qu'on allait
un petit peu plus loin au niveau de la relation avec l'autre partenaire. Parce que, tu sais, des condoms, c'est super accessible. Là. Ils en donnent dans les écoles. Moi, j'en donnais à pelleter. Une année, j'ai donné, je pense que c'était 86 000 condoms. En une année? En Estrie. Fait que quand même, tu sais... Il n'en manque pas, là. Non, on en donnait des condoms, là, tu sais. Fait que les jeunes... Puis, tu sais, moi, j'ai déjà eu des commentaires aussi des adultes. Ben là, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Puis, tu sais... Et moi, j'aime vraiment mieux que les jeunes font des niaiseries avec des condoms, qui font des ballons ou, tu sais. Qu'il n'y en ait pas, ouais, ça. Parce que juste le fait de faire des niaiseries avec, tu sais, ils vont faire une balloune, tu sais. Mais après ça, ça va être fini, tu sais. Ils vont avoir touché, ils vont l'avoir ouvert, ils ont vu c'est quoi, ils se sont familiarisés avec. Fait que fais-en des ballons, là, si tu veux. ouais. Là, je vais donner plein de mauvaises idées aux jeunes. Non, Mais tu sais, on l'a tout déjà fait, là. Ça donne moins de gêne, pas une meilleure compréhension, mais je veux dire, ouais, il y a pas comme j'ai une relation sexuelle, c'est la première fois que j'ouvre un condom, comment ça marche? Ben, c'est ça, tu sais. Puis on va le regarder dans les ateliers, là, comment ça marche, là, comment le mettre, puis la date d'expiration et tout ça, c'est des choses importantes quand même. Mais je pense qu'il faut aller un petit peu plus loin là-dedans au niveau de la communication, l'affirmation de soi, le respect de l'autre partenaire, parce que c'est une chose de nommer ses limites, de nommer ses besoins, qu'est-ce qu'on veut, mais si l'autre personne ne nous écoute pas, fait qu'au niveau du respect entre les partenaires aussi... je pense que c'est important. C'est des sujets qui sont hyper importants à aborder avec autant les jeunes que les moins jeunes. Ouais, ça, ben, moi, je pense que tous les jeunes garçons ont déjà essayé un condom avant d'avoir leur première relation sexuelle. Ben moi, je leur conseille oui. parce que des fois, j'avais la question dans les écoles des jeunes, comment tu sais quelle taille prendre? Qui est une excellente question. C'est une excellente question, mais essaye-le. C'est aussi simple que ça. Tu sais, prends-en différentes tailles, puis essaye-les chez vous. Tu vas te familiariser avec, tu vas l'avoir essayé. C'est comme acheter des pantalons, là. Faut que tu les essayes. C'est ça. Tu sais, au moins, tu vas avoir le bon fit. Tu vas savoir, c'est pas comme si t'arrives la première fois. Déjà, la première fois, t'es stressé, là. Tu veux que ça se passe bien, puis ça se passe jamais comme on veut, tu sais, puis je connais personne que sa première expérience, ça a été le moment de sa vie, genre. Ben, tu sais, je pense que ça existe, mais je pense pas que c'est la majorité des jeunes là, qui vont vivre ça comme c'est magique. T'sais, c'est pas comme qu'on voit dans les films là, que après 2 minutes, la femme a un orgasme. Ouais, c'est pas ça. Là. Mais c'est comme dans les films, on voit beaucoup mettons, à la relation sexuelle. Mm-hmm. La relation sexuelle finit quand l'homme éjacule. Mm-hmm. Et des fois, il y a fellation. Mais il n'y a jamais de cunnilingus. Le désir de la femme est rarement mis de l'avant. Puis souvent, quand le désir de la femme est mis de l'avant, tu le sens dans le film. C'est un film que c'était voulu de mettre ça. Tu sais, je pense mettons, à Nymphomaniac. C'est Nymphomaniac qui ont vraiment représenté, je trouve, le côté sexuel dans tous les genres. Autant le plaisir de l'homme que le plaisir de la femme, de la communication, de la domination. Tu sais. Puis... on parle souvent, là on a parlé beaucoup de santé sexuelle, tout ça, et j'ai découvert un nouveau terme dernièrement que je ne savais pas qu'il existait, qui s'appelle la santé affective. Tu peux-tu m'en parler un peu, parce que je pense qu'il y a bien du monde qui ont une bonne santé sexuelle, mais qui n'ont pas la meilleure santé affective au monde. Bien, en fait, moi dans mon approche, tu sais, ça vient ensemble. C'est santé sexuelle / affective, okay. ça vient ensemble en fait. Tu sais, la santé sexuelle, comment c'est défini par l'Organisation mondiale de la santé, là, c'est une belle petite définition, c'est un état de bien-être physique, mental et social. Fait que, tu sais, c'est un état de bien-être dans sa sexualité en général. Puis la santé affective, ben, tu sais, c'est le côté, tu sais, si on pense, tu sais, moi, j'utilise beaucoup l'approche le corps, la tête et le cœur. Okay. Fait que, tu sais, qu'est-ce qui se passe dans ton corps, qu'est-ce qui se passe dans ta tête, puis qu'est-ce qui se passe dans ton cœur. Mais la santé affective, c'est comme le côté psychologique, émotionnel, tu sais. Fait que c'est pour ça que c'est beaucoup lié, parce que effectivement, tu peux avoir une bonne santé sexuelle physique, mais tu sais, ça se peut que tu n'as pas une bonne santé émotionnelle. Fait que, mais souvent, c'est très interrelié. Fait que moi, honnêtement, dans ma pratique, je fais pas une grosse différence entre les deux, tu sais, parce que ça vient ensemble, selon moi. OK, c'est vraiment, c'est relié. Puis on parlait tu parlais de MeToo, justement, le consentement. Qu'est-ce qui se passe dans les écoles face à ça? Parce que, tu sais, ils doivent en parler. Ça doit être, le consentement doit être mis de l'avant fois 1000. Ben, je te dirais que moi, quand j'y allais, là, 2 ans, les jeunes, ils savaient pas mal c'était quoi le consentement. Okay. On le répète tellement, on le voit tellement partout, qu'ils savent c'est quoi. Mais après ça, c'est concrètement, là.
Comment ça se passe, tu sais, parce que, tu sais, on a beau parler de concepts à l'école et tout ça, mais concrètement, dans la vraie vie, comment tu le demandes, le consentement à ta partenaire? Tu sais, c'est pas... tu sais, ça peut être, ben, ça te tente-tu, mais ça peut être un peu plus sexy, là, que ça, là. Ouais, mais tu sais, vous autres, vous appliquez la technique pour qu'eux soient capables de bien appliquer le pratique. Exactement. En gros, c'est ça. Je trouve ça vraiment intéressant. Pour finir, je dois savoir, c'est quoi ta plus grande fierté ou ta plus grande satisfaction que ton travail t'apporte? Bien, pour avoir touché à plusieurs choses en sexo, là, j'ai beaucoup exploré, mais je pense que la pratique privée, la consultation one-on-one avec les personnes, je pense que c'est vraiment ça qui me rejoint plus, le côté intervention. J'ai beaucoup aimé faire des ateliers. Maintenant, j'en fais plus parce que c'est pas juste ça que je voulais faire. Je voulais aller un petit peu plus travailler avec l'humain en tant que tel. Puis, qu'est-ce qui me rend vraiment fière, c'est quand j'ai des clients ou des clientes qui viennent me voir, puis, tu sais, ça fait quelques séances, puis là, ils voient une amélioration, ou, tu sais, il se passe quelque chose, puis tu les vois s'épanouir. Ça, moi, c'est la paye du monde, tu sais, je pense. Tu sais, j'ai eu des clientes que, après quelques rencontres, ou, tu sais, après une séparation difficile, ben tu sais, là, des fois, il y en a qui me font un suivi, qui vont m'envoyer un texto puis me dire « Hey, je veux juste te dire que ça m'a vraiment aidé, puis j'ai rencontré quelqu'un, tu sais. » Si on vit une séparation, le premier réflexe, c'est « Je vais finir ma vie toute seule, puis on est démoli. » Mais tu sais, quand après quelques mois, la personne est capable de se reconstruire, puis de rencontrer quelqu'un, puis d'être dans une relation qui est saine, moi, c'est... Touché droit au cœur. Tu sais, moi, c'est ma paye, là, tu sais. J'ai eu une cliente qui m'a fait pleurer là, dans mon bureau à cause de ça. Puis j'ai comme, OK, là, arrête, là, parce que là, c'est moi qui va pleurer. C'est pas toi, là, cette fois-ci. Fait que, mais c'est ça qui... Je pense que c'est ça qui est le plus gratifiant, au final, c'est d'aider les autres. Puis, c'est de voir l'évolution de la personne, de l'impact que ça a eu sur la personne. Tu sais, ça vaut des millions, ça, là. Ouais, c'est mal. Je te dirais que tous les gens qui travaillent en relation d'aide sont faits pour ça, puis c'est tout le temps la grande satisfaction. On fait pas ça pour l'argent, là. On fait pour qu'est-ce que ça nous amène en tant que personne, puis qu'est-ce qu'on peut donner, t'sais. Ben exactement. Sinon, je ferais un autre job que, je serais avocate, puis je ferais bien de l'argent, C'est une façon différente d'aider les gens, là, on s'entend, mais... je pense que le petit côté d'intervention humain, là, moi, c'est vraiment ça. C'est vraiment... Je me sens sur mon X, je te dirais, là, avec mes clients. Puis as-tu des projets ou des choses qui t'allument que tu aimerais faire prochainement? Un rêve de vie de faire comme un jour, je vais aller là-dedans? Et moi, mon rêve de vie, ce serait d'avoir une clinique sexologique à Sherbrooke, là. Vraiment comme une place qui a affiché une clinique avec d'autres sexologues. Ben, moi, j'ai un bureau dans une clinique. Oh, OK, là, tu veux comme ta clinique. Moi, je voudrais ma clinique, puis être entourée de collègues sexologues, puis vraiment avoir comme, une expertise, puis être la référence en sexualité. Personne ne le sait. Ben, j'avoue que j'avais pas pensé à ça, mais j'avoue. Mais c'est sûr que moi, j'aimerais ça éventuellement avoir ma clinique dans quelques années avec une équipe de sexo, surtout qu'on n'est pas beaucoup à Sherbrooke, fait que vraiment d'avoir... Non, vous n'êtes pas beaucoup à Sherbrooke, effectivement. Ben non, puis il y en a en congé de maternité, puis... Fait que toi, c'est une clinique avec différents psychologues, puis il y en aurait que certaines spécialités, ça serait sa spécialité. Ben, c'est puis ça. Peut-être même un physio, tu disais tantôt pour les exercices du muscle pelvien, des physios. Oui, mais tu sais, c'est clair. Moi, je pense que de collaborer avec d'autres professionnels, que ce soit des psychologues ou des physios ou le médecin, des gynécologues et tout, ben, je pense que c'est juste plus riche pour les clients. Au final, quand tu as une bonne équipe autour de toi, ben c'est sûr que ça va t'aider dans ta situation. Ouais, puis si quelqu'un t'approche, tu fais comme, ben moi non, mais la porte à côté. Tu sais, c'est comme, c'est vraiment, ça, tu peux aller directement à la rencontre de la personne, puis tout ça. Ouais. Puis c'est quelque chose de réaliste dans le sens, est-ce que le monde des sexologues est à Sherbrooke est assez tissé serré? Est-ce que vous vous entraidez? Est-ce que vous vous donnez des références? Ou c'est un peu chacun pour soi? Bien, je te dirais, ça dépend. J'ai des collègues qu'on travaille vraiment en collaboration, que des fois, moi, je vais commencer un suivi, je vais le donner, on va faire un transfert à ma collègue éventuellement. On peut travailler des choses maintenant, mais si la personne a besoin
de pousser un peu plus au niveau de la psychothérapie, ben j'ai une collègue qui est psychothérapeute, fait qu'on va faire un transfert de dossier. Fait que, tu sais, il y a moyen de collaborer comme ça. Tu sais, moi, c'est sûr que, tu sais, je suis pas dans la compétition du tout parce qu'il y a tellement de demandes, tu sais, il y a de la job pour tout le monde en sexo. Fait que, tu sais, ça va me faire plaisir de référer à quelqu'un d'autre si jamais moi j'ai une liste d'attente ou que c'est pas dans mon champ d'expertise. Parce que des fois, les gens, ils m'appellent puis ils sont comme pas sûrs, ben est-ce que, tu peux m'aider avec ça? Ben, tu sais, non, je peux pas t'aider, mais, tu sais, moi, je connais beaucoup de monde en sexo, là, fait que c'est sûr, je vais pouvoir te trouver quelqu'un qui va pouvoir t'aider. Puis si tu donnes une référence à quelqu'un, ça se peut que cette personne-là te réfère à une autre personne, un autre patient? Ben, oui, effectivement, tu sais, je pense que mon nom commence à se faire connaître un petit peu tranquillement. C'est sûr que, tu sais, j'ai pas de site internet, je suis juste sur Facebook, je suis pas très active sur les réseaux, mais quand même, ça fait son bout de chemin. Puis, tu sais, il me reste pas beaucoup de place, tu sais, au niveau des disponibilités. Je suis comme sur le bord là, d'avoir une liste d'attente. Fait que, tu sais, s'il y a des gens qui nous écoutent puis qui se questionnaient, est-ce que je devrais consulter, ben appelez-moi. Puis, mais ton lien Facebook, justement, on va le mettre en dessous de la vidéo si le monde veut te communiquer avec toi. Là. Mm-hmm. Écoute, merci. C'était vraiment intéressant. Je pense que tu as répondu aussi à beaucoup de questions que les gens pouvaient se poser. J'espère. Ben oui. Écoute, merci beaucoup. C'était vraiment intéressant. Merci au BOC de nous passer encore cette fameuse loge. Très, très apprécié. Et merci à Chuck à Technique, encore une fois. Et sur ce, à la semaine prochaine. Ciao. Merci beaucoup.